Peu sont ceux qui peuvent se vanter de faire un métier qui pourrait changer le monde, mais c'est le cas de mon invité. Bonjour Pascal. Bonjour Béni, très content d'être là. J'avoue que je suis assez dépassée par ce que tu fais, donc tu vas essayer de m'éclairer, d'éclairer ceux qui nous écoutent. Ton projet, c'est de réussir à créer de l'énergie grâce à la gravité. Alors, on ne crée pas d'énergie, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est en réalité l'idée qui est vieille comme le monde, parce qu'il y avait deux rêves dans le monde, c'est de transformer le plomb en or. Et l'or sera devenu du plomb parce que quand il y en a trop, ça n'a plus de valeur. Le Et fameux l'autre, parcours des alchimistes, mais c'est pas pour aujourd'hui. c'était de faire, de capter la gravité pour en faire de l'énergie utilisable par l'homme. Alors, l'homme sait le faire déjà à travers les barrages, les moulins à eau, etc. Mais là où ça se complique et où on passe dans une catégorie différente, c'est quand on propose de produire de l'énergie avec des masses recyclées en circuit fermé. Là, on rentre chez des fous et il faut savoir que les premières définitions de la gravité ont été faites par Aristote, donc c'est 350 ans avant Jésus-Christ. Et les définitions erronées de la gravité données par Aristote n'ont été invalidées que 2000 ans plus tard par Galilée. Et donc ça veut dire à quel point un dogme en physique peut Être établi, installé et être établi, plus remis en question. installé et très difficile à remuer. Alors quand on parle de capter la gravité sur des masses, qui évoluent en circuit fermé, c'est très compliqué à faire admettre par tout physicien normalement formé ou formaté. Ce sont des gens qui ont fait des études axées sur, la physique. Nous, on peut se vanter de faire des études sur la physique depuis 25 ans, puisque ça fait 25 ans qu'on fait des expériences et pour valider chaque idée, on construit des prototypes et là, on va sortir bientôt le 69e prototype. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui s'intéressent justement à toute forme de nouvelle énergie non polluante, euh, quel est le principe de ton travail? Qu'est-ce que tu cherches à faire et comment? En 25 ans maintenant de travail, on a réussi à démontrer une chose très importante, c'est qu'on était capable de dissocier une action d'une réaction. C'est-à-dire que Newton, en 1700 et quelques, 1750, a établi la loi action-réaction, qui est tout à fait logique. On comprend très bien que si avec mon doigt, je pousse sur mon gros doigt, Ça entraînerait une la réaction. force que je vais recevoir ici sera la même qui aurait été mise ici. Alors à partir du moment où on propose de dissocier une action de la réaction en mécanique, ça devient très difficile à comprendre. C'est-à-dire que pour le moment, ça n'existe pas? Ben non, ça n'existe pas, parce que justement, ça remettrait en question la loi de conservation de l'énergie, le théorème de Carnot, puisque dans la captation de gravité, on ne produit pas de chaleur. Et la loi de conservation de l'énergie, elle est très simple, elle dit que l'énergie d'un système est invariante au cours du temps. Donc on ne peut pas produire, on ne peut pas fabriquer. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais créer de l'énergie, on ne crée pas d'énergie. D'accord. Qu'on peut la transformer. Maintenant, pour pouvoir utiliser une masse qui produit de l'énergie pendant sa descente, donc l'énergie gravitationnelle, il faut être capable de la remonter d'où elle est venue avec une énergie dérisoire. Sinon, on tourne toujours à 1, rendement de 1, moins l'entropie d'une machine, et l'affaire est dans le lac, comme on dit en Suisse. Et ça, aujourd'hui, tu es capable de le prouver? Alors ça, on est capable de le prouver assez facilement, et c'est-à-dire qu'on a réussi à démontrer que pour changer le poids, on met deux masses en opposition sur un système. Ça peut être une poulie, une balance, tout ce qu'on veut, pour schématiser dans l'esprit, parce que ça ne passera pas comme ça dans le futur, mais on peut mettre deux masses en opposition qui font le même poids. Et avec une énergie déterminée, on va appeler X, on va changer le poids d'un élément. Alors, pour faire ces démonstrations, on utilise des cuves avec des flotteurs, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir visualiser les mouvements. Quand il y a un piston qui s'enfonce dans une cuve, on voit le niveau qui monte, et quand il y a un piston qui sort d'une cuve, on voit le niveau qui descend. Et comme l'enfoncement du piston il est proportionnel à la charge qui est transmise sur le câble ou le conducteur ou le vérin qui va faire bouger la chose, c'est assez visuel et c'est assez facile et ludique comme système. Donc on a réussi à démontrer qu'on pouvait changer le poids de cuves qui sont placées en opposition avec une énergie qui est constante, que les cuves soient parallèles à 1 mètre de hauteur ou à 10 mètres de hauteur, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à dissocier l'action de la réaction, parce que la réaction, elle va être proportionnelle à la chute de la masse. D'accord. Plus une masse est lourde et plus elle tombe de haut, plus elle produit d'énergie. Donc si on sait changer le poids des masses qu'on met en opposition avec une énergie qui est constante, quelle que soit la position verticale des masses, on fait une révolution. Tu pars dans quelque chose de vraiment technique, où certains vont réussir à te suivre et beaucoup d'autres vont un peu quitter le navire et penser à autre chose. Est-ce que dans ce que tu es en train de nous expliquer, cette dissociation, tu as pu la montrer à des scientifiques? Et si oui, quelle a été leur réaction? Alors la montrée scientifique, c'est,
à des collègues. Voilà, on va dire, on va être prétentieux, on va dire montrer et c'est très difficile le travail qu'on fait. Pourquoi? Parce que d'abord, financer des recherches qui vont, chambouler ou chatouiller des boîtes physiques, c'est irrecevable. Aujourd'hui, pour certains financiers, on m'a demandé de, présenter les prototypes à des physiciens qui allaient les analyser et j'ai, comme on travaille entre Genève, la France et j'ai demandé à des gens en Suisse, en France, au Canada, dans tous les pays francophones, en Belgique, d'essayer à des physiciens d'accepter de participer à l'analyse des procédés et j'en ai pas trouvé qui répondent positivement. On a eu une fois un type du CNRS qui était venu faire une étude sur la recevabilité du principe qu'on voulait développer. Il avait pondu, c'est un homme qui s'appelle Bernard Lemay, qui est décédé malheureusement maintenant et ils avaient travaillé à 9, un bureau d'études de Nice sur, notre projet pour 9 mois et pour aboutir à un résultat qui nous avait servi. Il disait qu'il ne pouvait pas valider ce qu'on disait, mais il n'était pas capable de l'invalider non plus. D'accord. Donc c'était une ouverture d'esprit. Voilà, mais donc l'idée, c'est de capter les forces. La gravité, c'est une force qu'on sait capter dans les barrages et les moulins à eau. Réussir à capter cette force pour en faire une énergie renouvelable continue, contrairement aux énergies alternatives et décarbonée, parce que c'est l'intérêt, c'est de faire de l'énergie décarbonée. On a un autre aspect sur lequel on travaille qui va concerner un prototype qu'on sort aujourd'hui, c'est que pour pouvoir, utiliser de l'énergie gravitationnelle, il faut être soit capable de changer le poids de masse qui est en opposition, soit être capable de faire varier le champ gravitationnel dans lequel évolue la masse. Alors ça, c'est plus compliqué, mais on a un exemple très simple, c'est la baignoire et le principe d'Archimède. Si tu te mets dans ta baignoire et que tu es bien immergé, tu te soulèves dans la baignoire avec 2 doigts. Tu veux faire la même chose sans eau, la même chose. Donc le fait d'immerger des masses dans le liquide change, le la l'impact de la gravité sur la masse. Parce qu'un poids, c'est quoi? C'est une masse multipliée par la gravité qu'elle subit. Donc sur la Lune, une masse, elle a pas le même poids que sur la Terre Bien sûr. et toi, dans ta baignoire, tu as pas le même poids que quand tu es dans l'eau ou dans l'air. Malheureusement pas. Voilà et donc ça, c'est un autre champ sur lequel on travaille. Donc c'est l'opposition des forces et il y a d'autres forces dérivées de la gravité sur lesquelles on travaille pour les mettre en opposition à la gravité directement, c'est la force centrifuge. Donc là, on a un prototype qui va sortir, bientôt. Il n'a pas la prétention d'essayer de faire, de produire beaucoup d'énergie. Il a et il reprend un peu le rêve d'Orfurus, qui était au XVIIe siècle, de faire une roue qui s'alimente par elle-même. Réussir à faire une prouesse comme celle-ci, c'est déjà quelque chose, parce qu'à partir du moment où on sait que dans tout système mécanique, il y a de l'entropie, si une roue s'alimente elle-même, c'est qu'elle est surinitaire, le mouvement est surinitaire. C'est un parcours très solitaire que tu vis depuis 25 ans. Tu es très peu entouré, très peu soutenu dans cette aventure. On pourrait logiquement en croire la même chose que certains scientifiques qui ne remettent rien en question et se dire, bon, bah, c'est un fou qui vit une aventure, etc. Mais pas du tout. Moi, je te connais très bien. Je te suis depuis des années dans tes aventures. Tu as un parcours incroyable. Tu avais une société dans laquelle tu pilotais aussi bien l'hélicoptère que l'avion. Avant ça, tu as construit des voies de chemin de fer. Raconte-nous un peu tout ton parcours. Tu as voyagé énormément, tu as fait énormément de choses. Et d'ailleurs, ta passion pour ces recherches, elle est née très jeune. Elle est née quand tu avais une vingtaine d'années, Voilà, grâce à ton même papa. avant, parce qu'au décès de mon frère, donc comme mes parents avaient une boîte dans laquelle on fabriquait des locomotives, des tracteurs d'avion, j'avais le choix entre, continuer, mon cursus, traditionnel ou, mon père voulait absolument que je vienne bosser avec eux. Moi, comme j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, je me suis passionné pour cette histoire-là et on était spécialisés dans les pompes et les moteurs hydrauliques, qui faisait qu'on faisait des locomotives, des tracteurs d'avion et tout un tas de machines qui avaient besoin d'un couple très important à basse vitesse, donc en hydraulique, avec des pompes et des moteurs qui travaillaient à des très hautes pressions. Et c'est de là qu'est venue l'idée parce que moi j'ai travaillé, bon j'ai fait de la soudure fraiseuse machine-outil pour, comprendre la matière pendant 1 an. Après je suis passé au bureau d'études, j'ai dessiné une locomotive de A jusqu'à Z. J'ai eu la chance de faire les essais à la SNCF avec cette locomotive et avoir un problème sur les moteurs hydrauliques que j'ai pu résoudre avec une roue libre hydraulique pour en supplément, Bon, je te soupe, mais c'est fou. Tu as créé de tes mains, tu as dessiné une machine qui a existé ensuite, une locomotive. Donc j'ai fait cette locomotive de A jusqu'à Z, je l'ai dessinée de A jusqu'à Z, j'ai fait ses essais et là, un moteur hydraulique quand on le schématise, c'est quoi? C'est une masse sur une pente et une masse, c'est la masse de la gravité ou de la pression hydraulique qu'on met dedans et la pente, c'est la pente que va donner le carter.
Donc à partir du moment où on sait faire un moteur hydraulique, on rentre dans un schéma de pensée et j'avais donc, quand j'étais dans cette période de dessin de cette locomotive, imaginé un moteur gravitationnel et comme mon père était un inventeur passionné, je lui ai soumis mon truc et il m'avait dit un peu, autoritairement: «Ton truc ça marche pas», mais moi j'en avais fait un qui marcherait et point barre, le truc est resté comme ça. Je le dossier était enterré, mais il était Ancré. ancré dans ma tête et après donc la boîte de mes parents est morte avec l'Iran, la révolution et cetera, donc on a tout perdu. Comme il y a des avions de la société, moi j'étais passionné par l'aéronautique, donc j'ai passé un brevet de pilote professionnel avion, IFR, un brevet de pilote professionnel hélicoptère et j'ai monté une boîte d'hélicoptères avec l'argent que j'ai réussi à trouver à gauche à droite et j'ai exploité des hélicoptères pendant 20 ans. J'étais devenu le premier fournisseur d'heures pour EDF et Gaz de France et j'ai eu l'occasion de faire à titre personnel 18 000 heures de vol derrière les manettes, donc c'était une passion. Et puis un jour, le démon de ce moteur m'a gratté à la tête et j'ai dit: «Bon», c'était en 2000, j'ai dit: «J'arrête, je pose, les gants d'hélicoptère». J'ai vendu la boîte d'hélicoptère, la maison, tout le machin et j'ai dit: «Je reprends le projet de la gravité» parce que ça me passionnait. J'ai pas fait ça, avec un but mercantile ni quoi que ce soit. Je voulais, c'était une partie d'échecs. Je voulais essayer de démontrer qu'on a une capacité de réflexion qui nous permettait de régler un problème qui est considéré comme insoluble. Quand on fait des expériences de physique, comme celles qu'on peut se permettre de faire avec le laboratoire dans lequel on fait nos essais, on apprend des choses extraordinaires. On apprend, surtout quand on travaille sur des réactions en chaîne, très difficile de les imaginer et de les calculer. Notamment avec, de la PAO, parce que la PAO, elle peut pas donner un résultat sur unitaire. Parce que dans la machine, le programme qui est dedans, elle va se mettre en cours juste si quelque chose sera supérieur à 1, parce que c'est pas possible. Ouais. Donc d'où l'intérêt de la dissociation, d'où l'intérêt des essais, d'où l'intérêt des prototypes. Parce Donc que tu en es à, tu disais 69e tout à là, l'heure? ce sera le 69e prototype va sortir et il faut savoir que nous-mêmes, on jette un regard très critique sur les gens qui ont la prétention de faire la même chose que nous. Bien sûr. On va dire: «Ils sont fous, quoi» et Et tu as rencontré des fous? Et j'ai rencontré pas mal de fous. Là, j'ai rencontré pas mal de fous, mais à la limite, même si moi je suis fou, je me rendais compte qu'ils étaient fous parce qu'ils avaient une approche qui était illogique. C'est-à-dire qu'ils partaient du principe qu'ils allaient créer justement de l'énergie ou qu'ils allaient donc il y a un moment, tu te dis: «Débranche les compteurs, on n'est pas sur la même phase, c'est pas possible». Comment tu expliques, qu'un homme comme toi, n'ait pas été écouté par des centres de recherche français, ton pays, par la Suisse où, tu es hyper présent aussi? Comment est-ce qu'on tu expliques qu'on ne te donne pas l'opportunité, les fonds pour avancer dans ces recherches et aboutir à des prototypes et cetera? Alors ça, je trouve ça tout à fait normal et OK. j'avais eu un contact avec, l'entourage de Musk il y a très longtemps déjà et il m'avait dit une chose, il m'a dit: «Je n'investirai jamais un dollar dans un projet qui remet en compte, une nouvelle physique». D'accord. Et je trouve ça tout à fait normal. C'est-à-dire que nous, on accepte de prendre un pari, on rentre dans un jardin interdit. Donc quand on rentre dans un jardin interdit, on fait un cambriolage intellectuel et on ne peut pas être, adoubé, par des gens, qui font partie qui sont les gardiens du temple. En même temps, dès qu'on fait un projet et on touche une subvention de quelqu'un, on doit rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'argent public sans rendre des comptes et sans publier. Et dans un métier comme le nôtre, la grande difficulté, c'est de pouvoir avancer en déposant des brevets et cetera pour essayer de protéger parce que moi j'investis tout mon argent, de ma boîte d'hélicoptère, de vendre mes maisons et cetera, de tout ce que je possédais, tous mes biens dans cette recherche. Certaines personnes m'ont accompagné, ont mis aussi, pas mal d'argent dans l'histoire. Donc mon devoir en tant que responsable de projet, c'est de faire que si on s'en sort, ils puissent récupérer leur investissement. Mais c'est très difficile, de fédérer des gens, pour une raison simple, c'est que souvent quand les gens ne sont pas techniciens, s'ils veulent se faire un avis, ils vont prendre avis, auprès d'experts ou de physiciens et cetera qui vont leur dire De gens déclarés comme étant experts? déclarés compétents. Donc à partir de ce moment-là, ces gens-là vont déjà pas se mouiller. Souvent, ils veulent même pas regarder ce qu'on fait. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a la réserve d'un technicien par rapport à un financier, financier part. Voilà. Donc on a quand même réussi dans le temps à trouver des gens qui sont un peu passionnés déjà par ce genre de sujet. Nous, on a commencé ce problème vraiment avec un idéal. Un idéal, c'est de donner à travers des low-tech, je précise, parce qu'une low-tech, c'est quoi? C'est une technologie qu'on peut utiliser dans des pays, d'Afrique ou ailleurs avec très peu de moyens pour produire de l'énergie au service de l'activité humaine. L'idée, c'était d'essayer de réussir à démontrer, parce qu'il y a eu des passionnés là-dedans, Léonard de Vinci, Blaise Pascal, qui a fait énormément là-dedans, Newton évidemment, tous ces gens-là qui étaient des gens extraordinaires. Quand on voit ce qu'ils ont créé à leur époque et ce qu'ils ont défini, c'était quand même fantastique, mais ils ont tout cherché.
Bien On sûr. a tous cherché et personne n'a réussi à démontrer quoi que ce soit et à trouver quelque chose. Et l'idée de pouvoir aboutir dans une partie d'échecs dans lesquelles tous les pions ont été reversés pour les autres, bon, c'est un petit côté égocentrique et dingue justement. Mais moi, c'est ce qui me motive et c'est un petit peu l'âme de l'affaire. C'est-à-dire que c'est pas possible, donc on va essayer de le faire. En une phrase très courte, exercice difficile, est-ce que tu peux, nous expliquer concrètement si aujourd'hui ton prototype fonctionne, que tu atteins ton but, à quoi ça servira? Si on réussit à faire marcher à fonctionner ce prototype et à démontrer qu'une machine peut s'alimenter elle-même, donc on prouve parce que la seule force qu'il subit, c'est la gravité plus les forces, qu'on va y opposer. Dans le cas présent, ce sera la force centrifuge. Donc si on réussit à démontrer ça, on casse le dogme. Si on casse le dogme, on aura, les moyens d'avancer, financièrement dans les dissociations. Parce que pour moi, la dissociation, c'est la base de la production de quelque chose d'important. L'autre prototype dont je parle, c'est pas quelque chose qui est capable de produire de l'énergie intelligemment. Il y a un type qui avait fait un truc sensationnel qui était, Jean-Léon Reuter en 1920, 28 je crois. Il a déposé un brevet sur un mouvement perpétuel et c'était ce qu'on appelle, les pendules Atmos. Les pendules Atmos, elles travaillent avec des capsules barométriques et des ressorts thermiques. Et ce qui fait que quand il y a une variation de pression, la capsule elle bouge, ça remonte un ressort pour la pendule. Quand il y a une variation de température, ça remonte à ressort, ça alimente la pendule, mais on lui a pas donné le brevet pour le mouvement perpétuel, enfin la reconnaissance pour le mouvement perpétuel. Pourquoi? Parce que sa machine était dépendante de conditions variables climatiques qui pouvaient, dans certains cas, ne pas exister. Oui, bien sûr, OK. Et où il peut y avoir très bien un arrêt barométrique qui fait que la pression ne bouge pas, ou il y a une température stable qui fait et donc on ne lui a pas donné. Or, personne ne peut contester que la gravité, c'est une force constante. Voilà, donc si on fait quelque chose qui marche avec la gravité, c'est une force constante. Si on démontre, il faut que ça soit recevable sur le plan scientifique. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout aigri, ni comme certains chercheurs que j'ai vus qui étaient un peu fous et qui disaient: «Oui, on veut pas me financer, c'est les compagnies pétrolières qui sont derrière», tout ça, c'est de la foutaise. Il y a eu de la foutaise parce que quand on voit ce que représentent les éoliennes et les panneaux solaires, certes, ça rend des services, mais quand on voit les milliards qui ont été investis là-dedans, Pour le peu de rentabilité, pour le tu veux taux de dire? rentabilité, ce que ça pose comme problème sur le réseau, ça c'est un non-sens. C'est un non-sens dans lequel les gens sont rentrés par une idéologie politique, hein. Et nous, on a toujours voulu être honnête, on n'a jamais voulu «voler» entre guillemets, d'argent à quelqu'un en faisant croire à des choses qui n'existent pas. Je dis qu'on ne sera recevable aujourd'hui, on ne sera «écoutable» entre guillemets, par la collectivité que quand on aura apporté une preuve recevable scientifiquement. Et alors, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour apporter cette preuve? Il nous manque, le résultat dans nos travaux. Donc, il y a des choses dans la dissociation qui sont déjà prouvées, comme la capacité de varier le poids, de masse, quelle que soit leur différence de hauteur. Bon, ça, c'est déjà prouvé, mais il y a encore des problèmes à régler. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est notre, Bugatti. Notre reconnaissance passera par la preuve, une première preuve. Cette première preuve devrait nous faciliter le travail, mais déjà réussir à casser le dogme. La loi de conservation de l'énergie du théorème de Carnot, ce serait un truc, révolutionnaire. Et rien que ça serait avoir réussi, le pari qu'on s'est lancé. Par contre, si on réussit à faire les dissociations et à produire une low-tech qui est capable réellement de produire de l'énergie avec, des coûts, de kilowattheure qui sont faibles, eh bien, c'est fantastique parce qu'à ce moment-là, au lieu d'alimenter un générateur électrique par, du pétrole, du gaz ou du charbon, ben, on l'alimente par la gravité. C'est-à-dire qu'on peut mettre un générateur dans la forêt ou ailleurs, à n'importe quel bout du monde sans avoir le rac. En gros, ça peut alimenter une maison, un immeuble, Après, c'est une question économique, c'est-à-dire combien coûte une machine et est-ce que c'est viable? d'accord, Mais je pense que dans l'énergie, comme dans beaucoup de choses, il y a pas une seule solution qui sera bien fantastique. sûr. On repart beaucoup dans le nucléaire. Dans le nucléaire, il y a la fission et la fusion. La fission, c'est donc on perd de la matière, dans l'échange, alors que la fusion, la masse se reconstruit. Et nous, quand on parle de dissociation, en fin de compte, on transforme une énergie en masse. Et transformer de l'énergie en masse, c'est exactement ce qui se passe dans le nucléaire, mais on le fait sur un plan mécanique. Voilà, et c'est ça qui rend l'aventure passionnante. Et je ne sais pas où on arrivera, si on y arrivera bientôt, mais le fait de travailler sur un sujet aussi passionnant, ça donne envie de se lever tous les matins et c'est un rayon de soleil de vivre ça, comme l'était l'hélicoptère et comme l'était la voiture de ligne de chemin de fer que j'avais avant, les locomotives. C'est un truc passionnant et dans la vie, quand on a la chance de faire un truc dans lequel on s'amuse,
On peut remercier bon Dieu tous les matins. Voilà. Merci Pascal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Gravity One, pour toi? De continuer à être heureux et pour la collectivité, de faire qu'on ne soit pas complètement fou, mais qu'on ait un fond d'intelligence qui nous permette de réaliser nos projets parce que ce serait profitable à l'humanité. Parce que je trouve que la planète qu'on laisse aux jeunes, on la laisse avec beaucoup d'incertitudes, d'anxiété, et cetera. Si on peut participer à notre humble niveau, en offrant un cadeau qui est un bénéfice pur pour les jeunes générations et la protection de la planète, eh ben, je dis: «On aura réussi notre coup, c'est super, Je te souhaite de réussir ce pari. on sera pas venu sur terre pour rien». Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis où est-ce qu'on peut, contacter peut-être, te contacter ou contacter Gravity One, si Alors il y a un site Gravity One. Bon, il est pas du tout à jour parce que, nous on c'est pas le but? voilà, on travaille, je dis pas en secret, mais on travaille, dans notre bulle et on avait fait ce site à une époque parce qu'on avait voulu s'essayer au crowdfunding et ça avait très bien marché parce qu'on avait touché, 100 avec un film qui nous avait coûté quelques, milliers de dollars. Donc c'était pas une grande idée, mais il expose quand même des choses et sur ce site, il y a un moyen de nous contacter et il y a nos coordonnées, on peut nous envoyer un mail, prendre contact avec nous. Les gens veulent nous contacter, on ne cherche pas que de l'argent, on accepte aussi Des cerveaux? des cerveaux, des passionnés. Il y a des gens qui acceptent, l'idée de pas se bloquer par un dogme et de rester lucide. C'est-à-dire qu'on sait ce qui existe, on sait quelles sont les contraintes et on regarde comment on peut les contourner, si on peut les contourner. Soyez ouverts et puis, peut-être que vous aurez votre chance de rejoindre le groupe de Gravity One. Merci beaucoup. Merci à toi.